Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence consacrée à la coopération, la dématérialisation, la virtualisation. Les nouvelles technologies, on le sait, bousculent nos habitudes, on l'a tellement dit avant, nos usages et notre organisation. Du coup, quels sont les sujets qui émergent aujourd'hui, sachant que d'autres usages surviendront très prochainement et plus rapidement qu'on ne le pense, des usages professionnels, des pratiques professionnelles, des pratiques managériales et bien entendu les nouvelles pratiques de relations sociales. Nous allons tenter avec nos invités de définir les contours de la dématérialisation et la virtualisation. Comment nous travaillons ou travaillerons-nous bientôt? Et bien entendu, qu'est-ce que cela soulève comme question? Nous ferons un zoom sur le secteur de la santé avec Lucille qui est ici et imaginerons ensemble les apports de l'IA. Tout ça en 50 minutes. On a une grosse pression. Mes invités à l'extrême gauche, alors quand je dis ça aujourd'hui, c'est à gauche du plateau, voilà. Gontran Pebez, qui est spécialiste de la data chez OnePoint. Ça vous convient, Gontran comme, C'est très bien comme ça. Ce Gontran qui m'a appelé ce matin à 8h15. Bonjour, j'appelle pour la conférence de ce soir. Eh bien, on a eu le temps de préparer comme ça. Et c'était très bien, sachant que nous avions préparé bien avant avec Thibaut Rivière, qui est donc à sa droite, philosophe d'entreprise. Vous nous expliquerez ce que c'est un philosophe d'entreprise. Hein. Très intéressant. À votre droite, Jean-Gabriel Ganassia, professeur à Sorbonne Université. Votre titre est tellement long que vous avez regardé votre bio dans le livre. Hein. Alors là, il y a un petit peu un extrait, si je puis dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous apportera, et sur l'aspect scientifique et sur l'aspect philosophique, j'imagine, beaucoup de points intéressants. Lucille Limnoyel, qui vient de chez OnePoint, qui est la spécialiste de la santé. Et ô combien la virtualisation, la dématérialisation sont importants dans le domaine de la santé. Elle nous dira, elle nous fera des cas d'usage quasiment. Et à ma gauche, Jacques Play, qui est en charge du packaging chez L'Oréal, qui me disait quand on préparait cette table ronde, mais qu'est-ce que je fais sur cette conférence où Muriel m'a casé? Alors, c'est un peu exagéré parce que Jacques a dirigé les SI de, comment dirais-je, de L'Oréal. Il a également travaillé avec le monde entier. Donc, quand on parle virtualisation et dématérialisation, eh bien, il était en permanence en connexion avec toutes les nationalités, tous les collaborateurs sur la planète. Et évidemment, dans ses fonctions, ce sont des sujets qu'il adresse quotidiennement. Alors, petit tour de table rapide. On va commencer par vous, Gontran, vous êtes d'accord? Dématérialisation, de quoi parle-t-on et en quoi cela impacte la collaboration entre les collaborateurs? Puisque c'est ça aussi notre thème aujourd'hui. On parle parfois même, alors je déborde un peu, de jumeaux numériques. Donc j'ai envie de dire, en quelques mots, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour celles et ceux qui sont dans la salle? Alors merci de la question. Vaste question pour introduire. Alors en quelques mots, je pense qu'on a tous eu une expérience de la collaboration à travers la virtualisation à cause d'un événement malheureux, qui est le Covid, finalement, qui nous a, pour la plupart d'entre nous, peut-être les plus chanceux de la société d'ailleurs, mis à distance, protégés par cette distanciation sociale. Il y avait ceux qui ne pouvaient pas avoir accès à ces mesures de distanciation sociale, qui, pour le bien de tous, étaient sur le front, et ceux qui ont pu bénéficier de cette virtualisation, enfin, tout du moins, de la virtualisation des moyens de communication dans l'entreprise. Virtualisation qui avait démarré il y a déjà bien longtemps, puisqu'on est passé, enfin, je ne veux pas faire d'historique trop lointain, mais du courrier au mail, au fax, au mail, etc. Et puis là, c'est devenu complètement dématérialisé. Puisque, Gilbert, vous me posez la question du jumeau numérique, c'est une expression qui est souvent employée dans le cadre des constructions. Enfin, c'est... vraiment, on cherche à modéliser la plupart du temps des jumeaux numériques d'immeubles pour notamment avoir des applications de simulation, de tester la manière dont réagirait une ville, enfin un immeuble ou même une ville, vraiment de manière théorique à travers des modélisations. Et donc pour cela, on conçoit un jumeau numérique qui finalement est censé par la donnée, donc par des multiples attributs qui se traduisent par des données, représenter une réalité physique. Et cette notion de jumeau numérique, on peut facilement la transposer finalement à n'importe quel objet physique dans le monde, la seule limitation étant la granularité de représentation. Donc on pourrait tout à fait imaginer, mais il y a des problème de stockage, si on pense ainsi, avoir un jumeau numérique de notre ADN et envisager, simuler. Alors ça, c'est la version ultime, j'imagine, parce que ça veut dire qu'on ne se lève pas et qu'on laisse le jumeau numérique aller faire la réunion, le meeting, le morning meeting
du lundi matin. Lucille, un mot aussi, et puis après, je passerai la parole à nos invités. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces concepts ? En effet, je rebondis par rapport à Gontran sur les jumeaux numériques. En tout cas, en santé, il y a l'aspect en effet de modélisation, d'accélération de la recherche au niveau des molécules, aussi des aspects de simulation et de démonstration. Du coup, par la preuve, par rapport aux études cliniques qu'on peut accélérer grâce aux jumeaux numériques. Et aussi, à partir de là, prendre de meilleures décisions. Donc ça, c'est l'aspect philosophie jumeaux numériques en santé. L'autre versant en fait, du monde virtuel, ça va être ce qu'on appelle plus largement les environnements immersifs. Donc là, ça peut être du 100% virtuel ou de l'hybride. Donc des univers qu'on constitue et qui viennent se superposer à notre monde physique. Et là, on va avoir un autre objectif en santé. Ça va être plus des notions d'engagement du patient sur l'éducation thérapeutique, l'engagement du professionnel santé. Et ensuite, on en parlera après, des modes de collaboration. Merci. Alors, question à vous, Jacques. Qu'est-ce que vous mettez aussi derrière ? Alors, vous l'avez vécu très concrètement. Hein, je le disais, avec toutes les collaborations mondiales. Et L'Oréal est une boîte mondiale. Donc, par construction, vous étiez sur ce sujet. Et puis, votre regard de spécialiste informatique, puisque vous vous occupiez des SI. Système d'information, pardon. Mais je crois qu'on est au cœur de... Non, déjà, en fait, peut-être deux éléments. Le premier, c'est quelque chose de très trivial, hein, parce qu'on a beaucoup parlé du Covid et de Teams. Et moi, juste pour témoigner, je me suis retrouvé il y a 4 ans à la tête d'une organisation mondiale, parce que j'ai des ingénieurs packaging et développement produits partout dans le monde. Il y a des Chinois, des Indiens, des Américains, des Brésiliens, avec un enjeu, et bien beaucoup de Français, hein, puisque L'Oréal est une boîte française, avec un enjeu qui était de multipolariser la réflexion, qui est de se dire tous les sujets que je dois adresser en termes de sustainability, en termes de consumer centricity sur les produits de demain. La part de voix des Indiens ou des Chinois doit être aussi importante que la part de voix des Français. Et le fait d'avoir vécu une sorte de virtualisation forcée, de se dire à un moment donné, tout le monde est mis sur un pied d'égalité avec Teams. Et on n'est plus avec un centre avec plein d'ingénieurs en France et qui vont visiter, hein, on allait visiter les pays. Au final, ça a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Ça a totalement accéléré la multipolarisation de l'équipe, qui fait que maintenant, on a un comité de direction où siège un Indien, un Chinois, une Brésilienne, etc. etc. Et c'est la nouvelle normalité. Donc il y a quand même un phénomène d'accélération de ces sujets-là qui est absolument incroyable. Après, la deuxième dimension, c'est bien sûr tout ce qui est virtualisation, qui est de se dire, quand on développe un nouveau produit, avant, quand on développait un nouveau produit, il devait plaire aux consommateurs. OK, on avait des designers pour ça. Et après, ça devait être beau, industriel, un bon prix, et puis voilà. Et aujourd'hui, en fait, un nouveau produit, il doit être sustainable, il doit être performant, il doit être expérientiel, il doit avoir un bon prix. Avec le e-commerce, on doit accélérer la responsiveness, hein, comme on dit, la temps de réponse de la supply chain, etc., etc. Donc en fait, ça devient tellement multifactoriel. En fait, on est passé de 3 ou 4 dimensions à 7 dimensions. Et cette dimension, c'est plus compliqué pour l'humain de gérer cette dimension à la fois. Et c'est là où un certain nombre de simulateurs peuvent aider. Et moi, j'aime beaucoup l'idée d'amplifier, augmenter la capacité humaine, parce que dans ce cas-là, il ne s'agit pas de remplacer l'humain, mais plutôt de l'aider à prendre la bonne décision. Et peut-être un dernier élément qui est plus récent, c'est cette fameuse générative AI. Hein. On dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, et d'ailleurs souvent, ceux qui en parlent le plus, s'ils le comprennent le moins. Et c'est souvent comme ça. Hein. Et là, on est en train de regarder effectivement ce que ça peut devenir, puisqu'on peut soit automatiser des tâches, ça c'est plutôt pour, par exemple, de la supply chain, du customer care en supply chain. Nous, sur la partie création, on s'aperçoit que, en expérimentant, d'ailleurs avec l'aide de l'équipe de OnePoint, que ça permet d'être surpris. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, on n'a absolument pas besoin d'IA ou de Generative AI pour faire de la créa en termes de nouveaux produits. Et puis, l'utiliser permet d'aller trouver des signaux faibles et peut faire un pas de côté et d'avoir une surprise. Et donc, ça aide le créatif à être beaucoup plus créatif. Donc voilà. Donc un super assistant. C'est un super assistant, donc c'est plutôt cool. C'est cool. L'IA, c'est cool, c'est vrai. Jean-Gabriel Ganassia, vous savez la question que j'ai posée, qu'est-ce qu'on met derrière la dématérialisation ? C'est une question que vous avez posée, mais cher Gilbert, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que c'est la dématérialisation ? Alors je vous la pose avant de passer la parole à une philosophe d'entreprise. Merci de cette question, merci de cette invitation à cette table ronde. C'est difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est vous qui avez posé la question. Hein. Justement, c'est parce que je suis pas là pour donner des réponses. Alors, est-ce que parce que
la transcendance, par exemple, c'est une forme de dématérialisation, hein, l'âme qui va dans l'au-delà. Alors, est-ce que c'est de ça dont on parle ? Non. Donc c'est autre chose. Hein, c'est l'idée que on peut transporter quelque chose en faisant abstraction de son support matériel. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction de toute matérialité. C'est l'idée qu'il y a des signaux, et les signaux ont tous un support matériel. J'insiste là-dessus parce que lorsqu'on parle de dématérialisation, on peut avoir l'impression qu'il s'agisse d'un au-delà. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a un certain nombre d'ingénieurs dans la Silicon Valley qui nous expliquent que, on va jeter le corps et puis on va se réincarner. Dans la Silicon Valley, ils disent ça. Oui, Ray Kurzweil, par exemple, c'est ce qu'il dit. Il dit, avec les progrès de l'intelligence artificielle, on va pouvoir télécharger notre conscience sur une machine. Et j'ai même, alors bon, pour quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Gabriel Naège, a écrit un petit roman, un peu cauchemardesque, dans lequel il explique que sa mère a téléchargé sa conscience et qu'elle s'est réincarnée, ce qui est dramatique pour le héros du roman. Mais je n'insiste pas là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est la dématérialisation ? Effectivement, c'est l'idée qu'on puisse changer de support. Alors, bien sûr, le virtuel, c'est une forme de dématérialisation, en ce sens où on peut avoir l'impression que l'objet est présent, or que nous n'avons qu'un certain nombre d'impressions sensibles. Et j'insiste, le terme virtuel est un peu ambivalent. Au départ, en philosophie, on oppose le virtuel et l'actuel. Mais là, le virtuel, il est présent. On ne va pas nous dire qu'il est... on est dans un monde où il y a un peu de virtuel. Donc, c'est pas tout à fait dans ce sens-là. En réalité, le sens du virtuel, c'est celui qui vient de la physique. Vous savez qu'en optique, on dit qu'une image est virtuelle lorsque les rayons semblent provenir d'un point, mais en réalité, ils ne proviennent pas de ce point. Par exemple, si vous regardez le matin dans un miroir, la personne qui est de l'autre côté, qui est en général déprimante le matin et tout, elle est virtuelle, c'est pas vous. Donc, alors, c'est exactement la même chose qu'on fait avec le numérique. On essaye sur un écran ou au-delà de reproduire des impressions sensibles comme si elles venaient d'un objet qui est différent. Et selon vous, ça marche ? Alors, ça marche partiellement. Alors, il se trouve que c'est assez vieux quand même. L'idée, elle date de 1985 avec un technologue qui s'appelait Jaron Lanier, qui a eu l'intuition de ça. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Et en 88, il se trouve que j'étais à Las Navas del Marqués, dans une école d'été de l'OTAN. Et là, quelqu'un nous présente les réalités virtuelles. Et alors, bon, j'étais assez... 88 ? Ouais. Ouais, oui, ça faisait déjà 3 ans que ça existait. Et donc, il nous dit, on fait des images, des sensations tactiles, kinesthésiques, etc. Et après, je lève le doigt et je dis, et les odeurs ? Alors là, il se moque de moi, il me dit, je vois bien, vous êtes un Français, vous voulez vendre vos parfums. C'est une question d'Oréal. Et là, il m'a dit, en réalité, les odeurs, non, on n'y arrive pas parce qu'il y a une inertie extrêmement longue avec les odeurs. Je ne sais pas, vous allez peut-être confirmer ça. De même le goût, de même la température. Donc, oui, les réalités virtuelles, ça permet d'avoir l'impression sensible de quelque chose, comme si c'était présent. Mais, bien sûr, il y a des dimensions qui ne sont pas là. Alors, il y a 2 autres dimensions. Gabriel, je sens que je peux vous laisser parler pendant l'heure qui reste. 1 minute encore. Oui, alors il y a 2 autres dimensions, je crois que c'est important, parce qu'il y a l'immersion, c'est-à-dire la coordination des impressions sensibles. C'est-à-dire qu'il y a la vision plus l'audition, plus un certain nombre de sensations kinesthésiques avec des capteurs haptiques. Et puis, 3e chose, c'est la navigation, comment se déplacer à l'intérieur de ce monde virtuel. Et c'est vrai que vous tendez la perche à votre voisin de gauche, Thibaut Rivière, parce que vous me disiez, quand on a préparé, au fond, il n'y a pas d'opposition entre le virtuel et le réel. Alors, ça m'a interpellé, puisque c'est au fond l'objet de notre débat. J'ai vos notes, c'est vous qui me les envoyez. Oui, ça c'était simplement effectivement pour signifier le fait que le fait de virtualiser, si je puis dire, c'est consubstantiel à la nature humaine. Dès lors que nous regardons quoi que ce soit, nous virtualisons. Le fait de regarder ce plafond, je m'imagine qu'il pourrait ne pas y avoir de plafond. Dès lors que je dis un arbre, ça suppose qu'il pourrait ne pas y avoir d'arbre. Et donc virtuellement, dans mon esprit, si je puis dire, je possibilise en permanence, c'est-à-dire j'imagine. Et ça, c'est une spécificité pour le coup humaine, de la capacité à appréhender la contingence, à se représenter ce qui est comme n'étant pas et ce qui n'est pas comme étant.
Alors d'abord, une précision, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure sur cet intitulé de fonction qui prête à sourire, effectivement, dans un premier temps, de philosophe d'entreprise. Qu'est-ce que je fais très rapidement? Donc pendant 7 ans, j'ai été salarié d'un groupe industriel comme philosophe d'entreprise. Donc à ce titre, à ma connaissance, j'étais le seul philosophe d'entreprise salarié, au moins dans le monde francophone. Et mon travail consistait en 2 choses. D'une part, à former les managers à davantage d'esprit critique. Donc il y avait un aspect formation très important. Les aider à privilégier les questions sur les réponses. Et deuxièmement, à aider le comité de direction lui-même à critiquer. En fait, j'étais chargé de critiquer l'interne. Et donc mon poste était l'institutionnalisation d'une fonction critique. Dans l'organisation. J'ai été payé pour ça. J'ai été payé pour Génial. Ça. Et j'ai été mis à la porte également du coup pour ça. Oui, alors juste cette idée oui. Dématérialisation. Alors dématérialisation, effectivement, moi ce qui m'intéresse beaucoup, si je puis dire d'un point de vue philosophique derrière cette aspiration contemporaine, c'est que justement elle n'a rien de contemporain. Jean-Gabriel Ganassia le rappelait tout à l'heure, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est une sorte de traduction contemporaine de l'aspiration pluriséculaire de l'homme à n'être qu'un pur esprit. Une sorte de refus de sa condition animale, de notre matérialité, une sorte d'aspiration gnostique, si vous voulez, qui court dans l'humanité depuis donc, des siècles et des siècles, une volonté comme si la matière était conçue soit comme mauvaise, soit en tout cas comme insuffisante, et nous allons la refaire. Nous allons refaire un monde à notre image, et plus encore que le recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait... parce qu'aujourd'hui, voilà, les moyens techniques le permettent. Il ne vous aura pas échappé, notamment que la plupart justement des dites nouvelles technologies, et a fortiori avec l'intelligence artificielle, ce que ça permet, c'est de se libérer des contraintes spatio-temporelles, de l'espace et du temps. Vous écriviez, il n'y a pas plus d'un côté de matériel que de l'autre de dématérialisation. Ce que nous appelons la dématérialisation est une rematérialisation cachée avec des data centers et des câbles sous l'océan. Oui, tout à fait. Alors là-dessus, je me trouve en accord avec Jean-Gabriel Ganassia, à savoir que la prétendue, si je puis dire, à bien des égards, dématérialisation ne doit pas cacher le fait qu'il y a bien des personnes bien matérielles qui travaillent à un moment dans des mines, par exemple, ou ailleurs, à produire les matériaux nécessaires pour... C'est une façon de se rassurer, non? C'est de se dire que finalement, il y a toujours de l'humain derrière tout cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours un substrat quand même, justement, matériel. Mais on aime justement, c'est onirique. Oui. On aime se raconter que. Et je crois que la passion actuelle, et voire l'emballement autour de l'intelligence artificielle, traduit notre propre aspiration à n'être qu'un pur esprit. Car finalement, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, si ce n'est un pur esprit, dans une certaine mesure, c'est-à-dire pas uniquement rationnel, délivré, pouvant se transporter effectivement d'un corps à un autre, d'un ordinateur à un autre. Ouais. Voilà. Passionnant. On adresse quand même des problématiques techno et des problématiques philosophiques. Il va falloir faire le lien à un moment. 2 termes ont été employés, dématérialisation et virtualisation. J'aimerais simplement, Gontran, est-ce que vous pouvez apporter une analyse, enfin, est-ce qu'il y a une différence entre les 2 termes ? Oui, bah, je pense que ça a été dit autour de cette table ronde. Il y a une différence qui tient à l'aspect potentialisation, je dirais. Alors j'emploie des mots qui me semblent philosophiques, mais qui ne doivent pas être les mots. Mais potentialisation derrière la virtualisation, là où la matérialisation et donc la dématérialisation, c'est peut-être l'illusion de s'abstraire d'une réalité physique. Et je pense qu'il est important de ce point de vue, j'insiste sur ce qui a été dit, qu'il ne faut cesser de répéter. La dématérialisation est une illusion si on s'arrête à cette perception de l'absence de réalité physique. Il y a non seulement les data centers, etc., les câbles et tous les ouvriers du numérique, je dirais, qui œuvrent à leur mise en œuvre. Donc là, on est dans le physique. Et qui plus est, la plupart du temps, les processus dématérialisés aboutissent à quelque chose d'extrêmement réel. Quand vous commandez de manière totalement dématérialisée sur votre smartphone quelque chose à vous faire livrer chez vous, c'est une expérience qui n'a rien de physique et qui a tout de virtuel, et je viendrai à la virtualisation juste après, mais qui se traduit par une livraison d'un bien physique la plupart du temps. Parfois, vous pouvez commander un bien non physique, mais qui pour autant n'est pas virtuel. Et donc, ça nous amène à ce sujet de la virtualisation ou du virtuel, avec cette notion que Jean-Gabriel rappelait, cette notion de réalité virtuelle.
dont on a vu finalement qu'elle avait été supplantée par quelque chose dont on parle peut-être plus aujourd'hui, qui est la réalité augmentée. Alors on a l'impression d'empiler les différentes couches, mais donc la réalité augmentée serait donc une sorte de réalité réelle augmentée du virtuel, je l'interprète comme ça, en quelque sorte, et ça serait finalement avoir la cumulation, enfin en 2 mots, là, plus loin, cumulation, le cumul des propriétés physiques et de propriétés qui sont celles qui étaient évoquées, que l'on a à travers un miroir, enfin, ou en face du miroir, ou à travers un écran. Et ça permet d'avoir une appréhension plus globale, peut-être de voir ce que le monde physique nous cache. On peut, les applications dans la santé sont évidemment nombreuses. Quand on superpose je passe la main à Lucie, mais on n'a pas préparé ça, mais quand on superpose une photographie d'un membre et la radioscopie de ce membre, on a une réalité virtuelle, évidemment. Augmentée, pardon. Une réalité augmentée de la virtualisation qu'est la radio. Avant d'aborder les modes de collaboration, Lucie, juste un mot, parce que vous vouliez réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. S'il y a bien un domaine où l'IA, la dématérialisation, la virtualisation, la réalité augmentée apporte, c'est la santé. Hein, juste ce point, parce que vous êtes la spécialiste chez OnePoint de la santé. C'est vrai que là-dessus, il y a quelque chose. Faites-nous part de votre expérience. Après, on passera à d'autres questions sur la collaboration, notamment. Alors, en fait, il y a toute une équipe chez OnePoint qui travaille autour des sujets santé. Et en fait, ce qu'on étudie beaucoup, c'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est finalement les différentes notions de désirabilité, acceptabilité, faisabilité autour de ces sujets-là. Et en fait, ce qui est intéressant de noter dans l'aspect virtualisation ou même IA, finalement, c'est le cas d'usage le plus accepté, en tout cas de notre point de vue sur les accompagnements qu'on fait au sein des entreprises ou des institutions, c'est la notion de formation et d'éducation. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de factualiser. Et je fais un clin d'œil à mon confrère Adaé Saban, qui est dans la salle, qui est chercheur à l'Institut et qui fait sa thèse sur l'acceptabilité du métaverse. C'est que les sujets de formation des professionnels de santé en formation initiale continue, et surtout continue d'ailleurs, mais aussi des formations sur l'éducation thérapeutique des patients, c'est ce qui a été le plus rapidement adopté en fait, en termes de cas d'usage en santé. On en parlera aussi, l'égalité numérique, l'équité numérique, parce que sur les territoires, évidemment, si on propose de la dématérialisation, de la virtualisation, et qu'il n'y a pas de la bande passante ou qu'il n'y a pas de connexion, c'est une vraie fracture numérique. Je ne parlerai pas du Cantal, parce que c'est la région qu'on cite toujours, ou le Limousin, mais bon, c'est des régions qui sont un peu exclues. On enchaîne, on a fait ce zoom sur la santé. Jacques, un mot sur ces nouvelles formes de collaboration qui émergent avec cette dématérialisation. Vous avez parlé, j'ai compris le mot inclusion, quand vous dites plusieurs nationalités autour de la table, ça veut dire qu'il y a une sorte de remise à niveau en termes de culture, en termes de pays. Est-ce que ça a changé des choses pour un grand groupe comme le vôtre ? Oui, énormément. Enfin, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe, alors nous on est dans un groupe français, on travaille avec des Indiens, des Américains ou des Brésiliens, des Mexicains. Je suppose que quand on est dans un groupe américain ou dans un groupe allemand, ça fait la même chose pour les autres nationalités. Ça remet tout le monde au même niveau et on a un niveau d'interaction et de facilité d'échange qui est totalement qui est inclusif. Hein. Donc ça permet vraiment de remettre tout le monde au même niveau et d'avoir le même niveau d'influence. Et en termes d'efficacité ? En termes d'efficacité, en fait, ce qui est intéressant, c'est avant on était tout en présentiel, après on est passé à tout est en virtuel, c'est formidable, c'est le nouveau monde. Et comme toujours, après, la vérité est un peu entre les deux. C'est qu'en fait, sur tout ce qu'on discute, la vérité, c'est qu'on passe dans des modèles qui sont des modèles hybrides. Là j'étais ce matin, je réunissais l'ensemble de mes 1000 collaborateurs mondiaux et ils étaient tellement contents de se voir, on ne s'était pas vu depuis 4 ans en masse, que ça permet d'avoir ce qu'on appelle les interactions un peu high touch et alterner le high touch et le low touch. Et en fait, c'est ça l'avenir, c'est le modèle hybride dans la collaboration entre le virtuel ou le dématérialisé et puis le vrai monde matériel. High touch, low touch, on apprend plein de mots, hein. Jean-Gabriel, quand même, vous avez un regard sur cette collaboration, cette nouvelle approche de collaboration. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça fait sens ? D'abord, vous avez dit du mal du Limousin. Non, je voudrais quand même dire que je suis né à Limoges. C'est vrai. Et donc, je ne voudrais pas qu'on dise du mal du Limousin. Mais je n'ai pas dit Première chose. Deuxième chose, justement, on parle de coopération, collaboration. Coopération, c'est opérer ensemble. Collaboration, c'est travailler ensemble. Alors pourquoi est-ce que la dématérialisation le permet ? C'est parce que
les impressions sensibles sont numérisées, peuvent se transporter. Et donc, on peut partager un espace de travail en commun. Alors bien sûr, on l'a vu avec le Covid, mais on peut bien sûr avoir d'autres choses. On peut avoir des plans, on peut avoir des images. Et effectivement, on parle beaucoup de réalité augmentée. Et je crois qu'il est important de bien comprendre que ce n'est pas du tout la même chose que la réalité virtuelle. Même si les techniques se ressemblent, dans le cas de la réalité virtuelle, on est immergé dans un monde qui est différent. C'est utile pour les jeux, c'est utile pour éventuellement l'éducation. Mais en pratique, la réalité augmentée, je crois, aura beaucoup plus d'applications. Ça veut dire qu'on va superposer à nos impressions sensibles d'autres éléments d'information. Par exemple, vous pouvez avoir des lunettes. Si vous êtes, si vous avez des difficultés à reconnaître les gens, et ben vous aurez peut-être une caméra qui vous donnera le nom de la personne que vous reconnaissez, voilà, avec la reconnaissance faciale. Je veux dire, c'est un cas extrême, bien sûr. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez utiliser ça dans énormément d'applications pratiques. Moi, je sais que j'avais testé des lunettes à réalité augmentée. C'est extraordinaire et je suis persuadé qu'on va faire très rapidement des progrès là-dessus. Tandis que dans le cas du virtuel, moi, j'ai toujours eu du mal. Quand on parle du métavers, c'est d'abord... Encore le métavers, d'ailleurs? C'est une bonne Parce question. Que j'ai fait plein de conférences l'année dernière, mais là, j'en parle plus. C'est comme Second Life, j'ai l'impression. Vous vous souvenez quand on en a parlé un moment, il y a 10 ans? J'ai dit une bêtise, pardon. non. À Limoges, peut-être. Bien sûr, c'est tout à fait pertinent. Les réalités virtuelles ont été introduites, je l'ai dit, en 85. Les mondes virtuels existent depuis très longtemps. On a tous utilisé, je vois avec Francis là, Second Life, mais ça fait 20 ans, c'était 2003. Donc c'est quand même pas de la dernière pluie. Et ça n'a pas beaucoup changé. Les casques sont peut-être un petit peu plus perfectionnés, mais il n'y a pas tant de différence que ça. Donc il faut bien comprendre que les progrès sont relativement lents dans ces domaines, mais en revanche, je pense que la réalité augmentée, j'insiste là-dessus, ça va rendre... C'est plutôt l'avenir. C'est ce que vous êtes plutôt sur cette... Alors, bien sûr, parce que ça veut dire que vous allez avoir, par exemple, vous êtes un réparateur de voitures, et ben vous pouvez projeter un certain nombre d'éléments d'information sur la pièce. Vous pouvez visiter une ville et puis vous allez avoir des éléments d'information historiques. Vous êtes à l'aéroport, vous aurez des éléments d'information sur vos avions. C'est quelque chose d'extrêmement pratique. Donc tout ça, c'est une réalité et je pense que OnePoint va travailler sur ce genre de choses. Sur la réalité virtuelle et les métavers, j'ai plus de difficultés à... Alors, je cite, comme je l'écrivais dans mon livre en 2021 sur le travail à distance publié chez Erol, cher Thibault, les nouvelles technologies ne permettent pas une meilleure collaboration, pas de gain en qualité de travail, mais seulement davantage de collaboration avec un plus grand nombre. C'est peut-être aussi un point de différence important. Oui, effectivement, vous savez que le péché mignon des philosophes, en tout cas des philosophes en culotte courte, ce sont les distinctions conceptuelles. Et donc, d'abord, effectivement, celle entre coopération et collaboration. Et ce que je crois, pour énoncer mon opinion en quelques mots, c'est que les nouvelles formes, les nouvelles technologies de dématérialisation, de travail à distance, etc., permettent de mieux collaborer, mais pas directement de mieux coopérer, et qu'il y a un abus de langage lorsqu'on parle de coopération. La collaboration... Jean-Gabriel l'a rappelé, effectivement, donc, il y a le labor, d'accord ? Des collaborateurs, ils partagent ensemble un moyen qui est le travail. Et le travail, le but du travail, c'est l'œuvre, opus, opéra, coopération. Donc des coopérateurs, ils partagent non seulement les moyens à mettre en œuvre, mais aussi les finalités. Ils ont le choix dans la détermination des objectifs, des finalités. Or, la plupart du temps en entreprise, y compris lorsque le salarié se trouve outillé technologiquement, il n'a pas pour autant part à la détermination de ses objectifs. Ces objectifs demeurent fixés par sa hiérarchie, de telle sorte que certes son travail se trouve facilité de telle sorte que on peut avoir l'impression que l'on va de coopérer, mais on se trouve toujours en situation d'inégalité hiérarchique, de sorte que l'on entend toujours à l'oreille le labeur, la pénibilité d'avoir à avoir une autonomie sur les moyens, mais pas une autonomie sur les finalités. Et ça, c'est pas dépassé pour autant.
c'est pas dépassé. Alors de fait, on a l'impression d'être davantage en situation d'égalité hiérarchique. Et pour répondre directement à votre question, Gilbert, sur quel est l'impact sur les nouveaux modèles d'organisation et de management, qui est directement effectivement ma spécialité là, depuis quelques années, c'est ce à quoi je me suis attaché, eh bien il me semble que c'est précisément de permettre une évolution des modes d'organisation et de management vers des fonctionnements plus horizontaux. Et pourquoi plus horizontaux? Parce que davantage en peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair. Que ce soit dans les manières de former, par exemple, des grandes plateformes, des plateformes collaboratives permettent de faire davantage de partage d'expériences, de pollinisation croisée entre tel BU et tel autre BU, etc. Ou de faire de la gestion de projet avec des strates hiérarchiques réduites au strict minimum. Voilà. C'est vrai que la notion de profondeur hiérarchique, elle est importante en plus chez les nouvelles générations qui ne supportent plus d'avoir 12 échelles. Vous l'avez connu chez L'Oréal, j'imagine, 12 échelons au-dessus d'eux. Mais la profondeur hiérarchique, on prend juste un mot là-dessus. Est-ce que ça permet de réduire cette profondeur hiérarchique? Et Jacques, vous me direz un mot. Alors, je n'ai pas préparé la question, mais je crains que non, en fait. Il y a peut-être un petit peu de l'heure à imaginer que changer de mode d'opération, avoir quelque chose de virtuel, permettre de s'abstraire de toute forme hiérarchique. Au contraire, d'ailleurs, intuitivement, j'ai l'impression que ça pourrait renforcer des biais hiérarchiques qu'on a cherché à gommer dans le monde réel et qui pourraient revenir dans un monde virtuel ou dans le monde de la collaboration virtuelle. J'aimerais revenir sur juste le propos précédent, alors pas spécialement celui de Thibaut, mais de manière générale, sur justement cette notion de collaboration. Il me semble qu'on a un angle mort là, dans ce que nous sommes en train de dire. Jean-Gabriel le rappelait, il y a finalement cette numérisation, pour employer des mots très génériques, qui a permis la collaboration à distance en introduisant finalement une sorte d'interopérabilité qui fait que tout le monde peut se cacher, enfin c'est pas forcément se cacher, mais opérer derrière son ordinateur. Je fais les choses très simplement. Je pense qu'il y a un autre, l'angle mort, il est précisément là, il y a un autre aspect auquel on ne pense pas, c'est que dès qu'on a créé cette interopérabilité et qu'on a à sa disposition une intelligence artificielle, on peut convier à collaborer avec nous un esprit pas humain, pour le dire comme ça, et donc une intelligence artificielle. Et je crois que l'un des enjeux du collaboratif qui vraiment est sur le point de surgir, enfin, si on en croit en tout cas Microsoft ou Google, et d'ailleurs, enfin, c'est pas sur le point de surgir, ça a déjà surgi, c'est d'avoir dans nos sphères collaboratives des agents virtuels. Et donc, on a tous fait l'expérience de connecter sur un document où on voit quelqu'un qui tapote en même temps que nous, mais on pourrait tout à fait imaginer, et cela est en train de prendre corps, une intelligence artificielle qui aura un avatar, une icône comme chacun d'entre nous. Alors ça sera peut-être pas notre photo, ou bien ça sera une photo virtuelle générée par Midjourney et qui composera, répondra à des ordres, exactement comme un stagiaire non virtuel, mais virtualisé par le biais de la collaboration virtuelle, pourrait le faire. Ouais. Alors, si ça ne réduit pas la hiérarchie, pourvu que le chef, ce ne soit pas une intelligence artificielle qui, avec un ordre descendant via les réseaux. Jean-Gabriel Ganassia, je vous voyais prendre plein de notes. Du coup, je ne sais même pas quoi vous poser comme question, parce que j'imagine que vous pouvez adresser à peu près toutes les remarques qui ont été faites sur la collaboration, sur la hiérarchie, sur cette intelligence artificielle qui interviendrait au sein du débat virtuel. Sur la hiérarchie, je crois que je ne suis pas d'accord. Pas tout à fait d'accord, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il me semble qu'avec le numérique, aujourd'hui, tout le monde peut diffuser de l'information et de façon horizontale. Et donc là où il y avait des voies hiérarchiques obligatoires, on a cette possibilité d'arroser. C'est-à-dire dans la société, pendant longtemps, si on voulait faire connaître quelque chose, il fallait passer par un journal, par une radio, par une télévision qui demandait des infrastructures extrêmement lourdes. Et donc il y avait une verticalité. Hein. La communication, c'était le broadcast, hein, c'est-à-dire la diffusion large. Avec les technologies de l'information, on a une communication point à point. Ce qui fait que tout le monde, avec notre téléphone portable, peut échanger de l'information. Moi, j'avais, il y a quelques années, introduit un terme, c'était le terme de surveillance. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde de surveillance où celui qui a le pouvoir prend l'information et l'utilise à un monde de surveillance où tout le monde, sous l'autorité
peut prendre de l'information, et par exemple un politique, hop, on prend une photo de lui et puis il va être exposé et il va se trouver dans une situation délicate. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord. Mais alors, je vais maintenant renverser un peu ce point de vue. Sur les univers virtuels, en revanche, il y a quelque chose d'un peu particulier parce que le propriétaire de l'univers virtuel peut avoir des informations sur tout ce qui se passe. Et pour ça, il y a une légende que j'aime beaucoup, on la retrouve chez Platon dans la République, c'est la légende de l'anneau de Gygès. Vous savez ce que c'est? C'est un berger qui, il se retrouve pour une raison un peu particulière à avoir une bague, et il se rend compte progressivement que sa bague peut le rendre invisible. Et il en profite pour rentrer à l'intérieur du palais, à l'insu des gardes, et ensuite pour séduire la femme du roi, et puis ensuite pour tuer le roi et pour prendre le pouvoir. Bien sûr, le risque avec le numérique dans les espaces virtuels, c'est que le possesseur de ces espaces virtuels peuvent avoir tout pouvoir, ils peuvent avoir toute l'information. Donc vous voyez, il y a cette... Je ferai juste une objection, Jean-Gabriel. Attention, ce n'est pas un débat entre Gontran et Jean-Gabriel. Attention. Je crains que ce soit l'anonymat, notamment des réseaux sociaux, qui ait rendu possible ce que tu évoques. Mais bon, ce n'est pas un débat entre nous. Non, mais c'est un bon début et on reviendra l'année prochaine pour suivre ce débat avec Jacques. Jacques, prenez le micro. Est-ce que je vous ai posé la question sur la hiérarchie? Vous sentez moins chef que depuis que vous collaborez avec les réseaux, les nouveaux moyens de communication avec vos équipes? Ça remet les choses en place. C'est-à-dire qu'en fait, on voit clairement ce qu'on attend du chef et ce qu'on n'attend pas du chef. Donc déjà, ça permet de... J'aime beaucoup l'idée de la différence entre collaborer et coopérer, parce qu'en fait, collaborer, tout le monde collabore, et quand on passe vraiment à coopérer, ça veut dire qu'effectivement, chacun a son mot à dire. Et donc, le virtuel permet justement à des collaborateurs et à des N-1 ou des N-2 d'être plus dans la coopération, et donc pour coopérer. Après, ça remet une responsabilité à la hiérarchie qui est de clarifier et de donner quand même une stratégie et une vision. Et donc, on passe. Et ça, jusqu'à présent, l'IA ne permet pas de le faire. Pour donner cette vision-là, il faut quand même que ça soit le cerveau humain et le cerveau du leader. Et donc, ça remet quand même ça en place. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous oblige à nous reposer des questions, à restratégiser les choses pour permettre aux organisations et aux collaborateurs et à ceux qui collaborent et coopèrent à redonner du sens aux choses et à être beaucoup plus fort en exécution. Une question que je me pose, d'ailleurs, je vais vous la poser à vous. Vous savez, dans le monde de l'éducation, avec la Covid notamment, les étudiants étaient connectés avec leurs enseignants par mail et ils se retrouvaient à poser des questions à leurs enseignants à 1h, à 2h du matin, enfin, whatever, quand ils voulaient. Denis, à l'IMT, j'imagine qu'on recevait des mails à toute heure. Ça a modifié l'amplitude. Est-ce que finalement, l'organisation du travail, mais elle-même n'a pas été impactée parce que finalement, on peut vous contacter à toute heure. En plus, vous êtes une boîte mondiale. Donc, est-ce que cette nouvelle organisation, avec une amplitude horaire qui a explosé, elle ne met pas une pression supplémentaire? Bon, il y a un éléphant in the room qui est effectivement le fait de travailler avec des différentes équipes. Donc, on a des time zones qui ne sont pas les mêmes entre les Américains, les Chinois, les Français. Bon, ça, c'est évident. Après, on a quand même mis des normes, des règles en disant, bon, là, il faut un peu se calmer. Donc, on arrête d'envoyer des choses le week-end, on arrête de faire des choses après 18h. Et après, on va gérer les zones d'horaires différentes. Oui, ça m'appelle juste une remarque qui est que je me suis fait le constat, je bosse depuis un certain temps, et il y a 30 ans, on faisait des lancements, on pouvait lancer un produit en 12 mois. Et on recevait une note, on écrivait sur la note, on répondait, il y a une photocopie, on mettait dans une enveloppe pour envoyer et on lançait les trucs en 12 mois. Aujourd'hui, on a des mails toute la journée, il y a des ordres des contrôleurs et on lance les produits en 12 mois. Bon, voilà. Quand est-ce qu'on met 10 minutes de questions? C'est ça, après? On peut continuer un peu après. Une dernière, on va faire vite pour mes dernières questions. Jean-Gabriel, quels sont les obstacles selon vous? Alors, il y a les obstacles techniques, évidemment, mais est-ce que des obstacles culturels, ethniques, religieux, parfois économiques, est-ce qu'il y a des obstacles à cette dématérialisation, selon vous, à cette collaboration numérique et digitale? Je ne pense pas qu'il y ait
d'obstacles que ce qu'on avait. Mais disons, cette collaboration numérique, elle est liée à nos capacités cognitives à échanger. On l'a vu avec le Covid, la pénibilité, le fait qu'il n'y a plus de moments de repos, il n'y a plus de rythme. Et ça, il faut essayer de le retrouver. Et comme vous le disiez très très bien, j'imagine, dans une société internationale, le risque, c'est qu'on vous appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Moi, j'en ai fait l'expérience avec effectivement un projet trinational entre le Japon, les États-Unis et la France. On ne sait plus à quelle heure s'appeler. Donc effectivement, ça, je crois que ce sont des vrais obstacles. C'est que c'est un monde à reconstruire. Mais je voulais éventuellement, pour terminer, parler, parce qu'on avait pas fini, vous pouvez y aller. On avait parlé du jumeau numérique. Oui, c'est vrai, c'était ma première question d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et alors, je ne rentrerai pas dans le détail du jumeau. Le terme lui-même est très intéressant puisque ça vient de un jumeau, deux jumeaux, plus exactement, ce sont des enfants qui sont nés du même accouchement. Alors, lorsqu'on parle d'un jumeau numérique, est-ce que ça veut dire que c'est le même accouchement, Et donc, je crois qu'il y a souvent un malentendu, c'est que le jumeau numérique, c'est un modèle, et donc il y a toujours une distance entre le modèle et la réalité. Et donc, bien sûr, il y a des caractéristiques de la réalité qui sont absentes du modèle. Le modèle est une simplification de la réalité qui peut être extrêmement utile dans certains cas, mais qu'on ne peut pas confondre avec la réalité. Et juste pour terminer, je voulais dire quelque chose d'intéressant, c'est que le dieu Gémeaux est intéressant. Le dieu Gémeaux, c'est Hermès. Vous le savez tous. Hermès, c'est le dieu de la communication, sans doute. C'est le dieu de la médecine, mais c'est aussi le dieu des voleurs. Et ça veut dire quoi? Parce que vous nous balancez ça là. Ça veut dire que il y a toujours un risque, bien sûr, de substitution, de tromperie avec ces différentes modélisations. Tromperie double, d'abord parce que, bien sûr, on peut l'instrumentaliser, mais aussi parce qu'on peut se tromper et croire que le modèle est la poursuite de la réalité. Or, il y a toujours une limitation du modèle du point de vue épistémologique. C'est central, c'est-à-dire qu'on ne comprend quelque chose que quand on est capable de s'en faire une représentation, mais en même temps, bien sûr, il faut savoir que celle-ci est toujours différente de la réalité. Je crois que c'est vraiment important. Mais en médecine, je pense que vous avez tout à fait cette expérience. Lucille. En fait, il y a cette notion que vous évoquez, en effet, sur l'illusion d'une interchangeabilité en fait, entre le monde virtuel et le monde physique. Et ce que je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez tous deux, finalement, c'est la notion de l'enjeu de l'accessibilité. Finalement, c'est qu'on a accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toutes ces informations, ce qui est une des grandes opportunités pour développer notre savoir et développer aussi la sérendipité, les différents modes de collaboration au-delà des frontières et au-delà des hiérarchies. Mais cette accessibilité, finalement, c'est un paradoxe, parce qu'en tout cas, en dehors du monde corporate, des grands groupes, d'un point de vue plutôt de citoyens, on a quand même, malgré tout, ces notions de fracture numérique. Et on le voit en effet dans le monde de la santé, c'est sûr. Tout ceci se repose sur, en effet, des contraintes physiques. Et on n'est pas tous servis à la même mesure aujourd'hui sur notre territoire pour ces notions-là. Donc je dirais oui concernant la virtualisation et tout ce qu'on évoque, mais de manière mesurée et avec des cas d'usage raisonnés et choisis et non pas subis. Est-ce qu'il y a des questions? Martin, have you got a mic? Je ne sais pas pourquoi je parle anglais, ça n'a aucun intérêt. Je switch en anglais. Mais quels sont les exemples d'éducation utilisés actuellement aujourd'hui pour formaliser les connaissances des gens dès le début, évaluer cette forme d'éducation, les différents cours, comparer leur impact sur la collaboration, dématérialisation et inclusiveness, et finalement, comment cette éducation peut créer les formations pour des gens qui ne sont pas capables de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est l'innovation dématérialisée en informatique ou dans les sciences virtuelles. Ça, c'est une question pour Jean-Gabriel, je vous le dis tout de suite. Ou Gontran. Jean-Gabriel, vous avez quoi?
Moi, c'est plutôt une question pour Lucille. Sur les exemples pratiques d'utilisation du virtuel pour la formation, c'était ça dont vous parliez. Il me semble que dans des domaines comme la médecine, il y a quand même beaucoup d'exemples. Ils sont faits, en particulier dans le domaine de la chirurgie, par exemple. Pardon. Vous mettez les mots. Mais voilà, allez-y. En effet, sur le domaine de la chirurgie, c'est le cas d'usage qu'on cite le plus souvent en préopératoire, en formation initiale ou continue, sur des notions de simulation préopératoire, mais aussi pendant l'acte, de s'entraîner plus à de la coopération, pour le coup, et ce qu'on appelle la téléexpertise, c'est de pouvoir collaborer avec différents professionnels de santé au service d'un même patient, même si on n'est pas physiquement au même endroit. Donc ça, c'est aussi à l'aide de la technologie qu'on arrive à accélérer. Bien sûr. Et dans la santé, en tout cas, on a vu que beaucoup de coopérations peuvent se faire justement avec les pays africains, notamment, qui peuvent accéder à tous ces savoirs de manière beaucoup plus facile qu'avec des blocs et tout ça, en tout cas par la formation. Moi, j'ai plein de questions à vous poser, mais il y a une autre question. Oui, pardon, Thibault. Non, juste un tout petit élément de réponse. C'est que un paradoxe, me semble-t-il, dans les entreprises aujourd'hui, c'est que dans tous les classements internationaux des soft skills dans les prochaines années, prioritaires à développer, apparaît toujours l'esprit critique en numéro 1, numéro 2. Ce qu'il y a d'absolument formidable dans la plupart des organisations, c'est que quasiment rien n'est fait dans les programmes de développement des dirigeants ou dans la formation continue des managers pour adresser, comme on dit aujourd'hui, pour adresser directement cette soft skill particulière qu'est l'esprit critique. Et il devrait, alors que plus progressent, si je puis dire, les capacités de l'intelligence artificielle à brouiller la distinction entre le réel et le virtuel d'une part, mais surtout entre le vrai et le faux d'autre part, eh bien plus il y a besoin de déguiser les capacités critiques des collaborateurs à poser davantage de questions que d'apporter des réponses, etc., et à distinguer le vrai du faux. Et il me semble que dans les programmes d'éducation, en tout cas, cette dimension d'esprit critique dont parlait Claudie Agnoret dans la table ronde précédente me paraît absolument fondamentale, et je ne cesse de m'étonner, pas étonnant pour un philosophe, me direz-vous, mais je ne cesse de m'étonner que davantage de choses ne soient pas faites dans les grandes organisations. Ça, c'est pour vous, Jacques. Une autre question, Martin? Est-ce que cette dématérialisation un peu poussée à l'extrême ne risque pas de nous couper du monde et donc de concourir à notre perte en nous pensant hors du monde? Et je ne parle pas du coût faramineux en matière bien matérielle et en énergie. Ah bah c'est marrant, c'était la question que j'allais poser pour conclure à Jean-Gabriel, quand on a préparé la surconsommation et la virtualisation. Et il faut parler de subsistance et de survivance numérique, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, ça risque de craquer, tout ça. Très bien. On répond aux deux en même temps, la mienne et la vôtre, si vous n'y voyez pas. Jean-Gabriel, vous voulez enchaîner? Merci. Il y a deux volets, je crois, dans la question. C'est qu'avec la dématérialisation excessive, on est dans un univers qui est abstrait. Et donc, effectivement, on perd. C'est un univers de signes qui, tout d'un coup, ne prennent plus sens. C'est le risque. C'est très intéressant parce qu'il se trouve que je lisais un livre, peut-être dont beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler, La France contre les robots de Georges Bernanos, où il s'inquiète en 1947 de la technologie et de la transformation du monde qu'elle opère. Et son inquiétude, c'est qu'effectivement, on perde ce sens. Il a cette intuition-là dès 1947, ce qui est étonnant. Donc, vous voyez, c'est pas propre au numérique et à la virtualisation que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, effectivement, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est effectivement la question de la subsistance. C'est que cette dématérialisation, qui a l'air d'être immatérielle, en réalité, se fait avec un coût énergétique extrêmement fort. Et bien sûr, c'est d'ailleurs l'un des plus grands obstacles, il y en a d'autres, mais un obstacle majeur à l'instauration d'un métavers, c'est que c'est un coût extrêmement fort. Parce que quand on fabrique des images, il faut du calcul, et ce calcul, il ne se fait pas de façon gratuite. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante. Et
malheureusement, quand on regarde les grands acteurs de l'Internet ou du numérique en général, ils ont une vision totalement abstraite, c'est-à-dire qu'ils ne voient le futur qu'en termes de développement des puissances de calcul, sans s'occuper des questions liées au réchauffement climatique. Mais bien etc. sûr, ça chauffe, hein, ces histoires. Hein. Et ça chauffe d'ailleurs parce qu'on les refroidit. C'est paradoxal. Bon. Qu'est-ce que... Il est quelle heure, là? On prend une autre question. Il est l'heure, non? On peut prendre une autre question? Oui, juste sur cette dernière question, pour compléter la réponse de Jean-Gabriel, je pense il faut vraiment faire preuve de discernement. Alors, je mettrais les technologies numériques au sens large pour tirer la chose jusqu'à l'intelligence artificielle, mais on se rend compte finalement qu'il y a des cas d'usage où ça marche très bien. Jean-Gabriel parlait de la dématérialisation des odeurs tout à l'heure. Manifestement, là, c'est un cas d'usage où ça marche très mal. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de discernement finalement et employer ces technologies là où elles sont efficaces et peut-être pas s'acharner, pas faire preuve d'acharnement technologique là, qui va être extrêmement coûteux en ressources naturelles, etc. Mais vraiment bien cibler ces combats. Une question, c'est ça? Oui, pardon, monsieur. Oui, bonsoir, merci pour ces échanges. Donc, Thierry Michel, Université Paris-Est Créteil, et je suis conseiller de la chaire handicap, emploi et santé au travail. Et j'aurais voulu avoir votre regard sur l'utilisation de ces nouvelles technologies pour les personnes en situation de handicap, dans cette thématique d'inclusivité. Et Madame a fait référence au fait que sur le territoire, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à l'accès au numérique, mais je pense qu'aussi certains de nos concitoyens ne sont pas à même nécessairement d'utiliser cette nouvelle technologie. Donc comment finalement les mettre à leur service pour une société plus inclusive? Je vous remercie. Alors, ce sujet, c'est un énorme sujet, ce qu'on appelle du by design. En fait, c'est l'inclusivité by design. Finalement, c'est se dire pour qui, pourquoi, et dès le début, et non pas rajouter des surcouches pour ensuite inclure l'ensemble de la population. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser dès le début, en fait, et c'est aussi la philosophie qu'on porte chez OnePoint. Par rapport aux personnes en situation de handicap, c'est vrai, et c'est vrai surtout le territoire. D'un côté, finalement, on pourrait se dire, et je pense aussi à la notion pour avoir vécu le cas personnellement dans ma famille, sur les personnes aussi qui ne sont pas forcément francophones, vous voyez, qu'un autre exemple, et je fais le parallèle. C'est qu'on peut se dire que les univers immersifs virtuels peuvent être plus intuitifs à utiliser parce qu'on rentre directement dans ces univers. Il n'y a pas forcément besoin de maîtriser la langue ou maîtriser les codes de certains outillages type applications, sites web, etc. Maîtriser même le langage, finalement. Mais d'un autre côté, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de ces interfaces qui ont été pensées dès le démarrage pour inclure ces personnes-là et qu'on se pose la question, en fait, trop tard. Trop tard, oui. C'est vrai. Il est 30. On prend une dernière question, Martin, ou... Mais je peux poser une dernière question à Jean-Gabriel. Une dernière question, parce que qui fait écho à celle qui a été posée sur, et Thibault peut-être, et Gontran, sur il faut peut-être une certaine frugalité collaborative pour ne pas surconsommer bêtement quand ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on va vers ça? Parce que cette histoire de surconsommation, c'est vous qui l'avez abordée quand on a préparé cette table ronde. Très rapidement, double surconsommation, on l'a vu, surconsommation énergétique, hein, je ne vais pas réinsister là-dessus, mais je crois qu'il sera vraiment important dans les années à venir qu'on ait une réflexion sur le type d'outils qu'on va développer, l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative dont on parle autant, hein, les grands modèles de langage sont extrêmement dispendieux, hein, c'est irréaliste à terme d'utiliser ça. La génération automatique d'images, hein, avec les GAN, hein, les réseaux adversariaux, c'est extrêmement coûteux. Donc ça c'est un premier point. Puis le deuxième point, vous l'avez dit, hein, c'est dans la collaboration, il y a des capacités cognitives qui sont précieuses, qui sont limitées, hein, et bien sûr avoir une sollicitation incessante de tout le monde, hein, ça ne peut conduire à une catastrophe. Hein. Les ressources humaines sont des ressources précieuses, hein, et je crois qu'il importe que les entreprises en prennent conscience, hein, et qu'à la fois on permette aux individus de se ressourcer, hein, de se former à tout âge, mais en même temps, bien sûr, qu'on économise un tout petit peu, parce que sinon, on va vers une dépression, un burn-out généralisé. Moi, je retiens, les ressources humaines sont des ressources précieuses.
Voilà, on est tous là réunis, en fait, on a envie de se voir. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Merci à vous, bonne soirée, bonne fin de soirée.